Bonjour tout le monde. En 2008, j'aurais eu du mal à citer des points négatifs du Bitcoin, mais aujourd'hui, en 2020, il y a beaucoup de choses qui ont changé. J'ai préparé toute une série de questions que je vais poser à mon invité, qui est nul autre que Contips. Alex, c'est un plaisir de te recevoir aujourd'hui. Bienvenue à toi. Ouais, merci. Alors, on va jouer deux rôles différents. J'ai rassemblé toutes les questions que les détracteurs répètent régulièrement sur les réseaux sociaux à l'encontre du Bitcoin. J'ai fait le tri et j'ai gardé uniquement celles qui me semblent pertinentes. Alex va donner ses réponses qui seront peut-être en cohérence avec vos avis ainsi que le mien. Si vous n'êtes pas en accord avec certains propos, n'hésitez pas à vous exprimer en commentaire. S'il y a des personnes qui ne connaissent pas encore Alex, je vous invite sans plus attendre à le rejoindre sur sa chaîne Contips et abonnez-vous. Alors Alex, tu es prêt ? Oui, c'est parti. Super. On va commencer avec le minage. Pour que les mineurs restent rentables, il faut que le prix monte. Est-ce que c'est viable sur du long terme ? Bon, alors déjà, c'est complètement faux dans le sens où pour que les mineurs restent rentables, il ne faut pas que le prix monte. Qu'est-ce qui peut faire en fait que les mineurs perdent en rentabilité ? C'est pas forcément en fait que le prix monte et descende. Bien sûr, ça va impacter, mais il faut avant tout prendre en compte ce qu'on appelle la difficulté de minage. Qui en fait, elle, justement, va permettre à ce qu'il y ait systématiquement un bloc qui soit créé toutes les 10 minutes. Donc, plus le prix va monter, si le prix, par exemple, reste... Non, plus le prix va monter, pardon, plus, on va dire que ça va attirer, en fait, les gens qui vont vouloir récupérer leur part du gâteau sur le minage. Donc, plus ça va attirer de gens. Et qu'est-ce qui va se passer ? La difficulté, en fait, de minage va s'ajuster. En général, elle se rajuste à peu près toutes les 2 semaines. Donc, pour être précis, c'est tous les 2016 blocs. Et en gros, elle va réaugmenter, ce qui va faire, en fait, que ce sera plus difficile de miner. Sauf que, si on a le prix qui baisse, forcément, miner, ça va devenir difficile, voire même plus rentable. Et dans ce cas-là, en fait, la difficulté va forcément repartir à la baisse, vu que les mineurs ne vont pas miner à perte ad vitam aeternam, ils vont débrancher leur machine, ce qui va refaire baisser en fait donc la puissance de calcul globale. Donc concrètement, les mineurs aujourd'hui, ils sont rentables et en plus, ils cherchent toujours plus l'optimisation pour être de plus en plus rentables. Donc pour s'optimiser, il faut mettre à jour avec les nouvelles machines de minage, notamment de chez Bitmain, notamment la S19 qui est sortie cette année. Il faut tout le temps se mettre à jour, donc il faut tout le temps réinvestir et il faut optimiser également le coût énergétique qui est très important, mais je pense qu'on verra ça également un petit peu après par rapport au coût énergétique. Donc concrètement, que le Bitcoin monte ou baisse, honnêtement, oui, les mineurs à certains moments vont gagner moins ou gagner plus, mais concrètement, ça se réajuste, notamment grâce au fait que la difficulté de minage se met à jour toutes les 2 semaines. Oui, mais donc sur du long terme, un Bitcoin à 10 000 $ en 2030, ça ne pose pas de problème ? Eh bien, si la difficulté de minage reste la même, en fait, il ne va rien se passer. C'est-à-dire qu'en gros, bien sûr, il ne faut pas qu'il y ait d'autres mineurs qui viennent. Si le prix reste le même, mais qu'il y a énormément de mineurs qui viennent en plus pour faire exploser en fait la difficulté de minage, en fait, ce sera plus rentable de miner au prix actuel. Donc, ça n'aura pas de sens. Enfin, faut quand même pas oublier que c'est un business. Donc, on investit s'il y a des profits à se faire. S'il n'y a rien à gagner, techniquement, il n'y aura personne qui va investir encore en plus. Donc, c'est aussi pour ça que ça s'équilibre en fait naturellement en fonction de l'évolution du prix, en fonction du nombre de mineurs. Et ensuite, il y a la difficulté de minage qui vient se mettre à jour justement pour un petit peu réguler, on va dire, et que vraiment le minage reste rentable, on va dire, dans la plupart des cas. Voilà. Très bien. Mais du coup, je la pose quand même. D'ici quelques décennies, le coût du minage d'un Bitcoin en France pourra dépasser aisément le 1 million d'euros. Ce qui aura pour effet de centraliser d'autant plus en Chine, Venezuela ou dans des pays disposant d'un faible coût d'énergie. Qu'en penses-tu ? Ouais. Alors, déjà, en fait, miner en France, même maintenant, c'est pas rentable. C'est-à-dire que déjà, le coût énergétique en France est beaucoup trop élevé. Il faut comprendre que ce qui va coûter le plus cher dans le minage, c'est clairement le coût énergétique et également l'installation, très souvent qu'il faut refroidir parce que ça va produire beaucoup de chaleur. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est déjà très optimisé. Et certes, en Chine, pourquoi en Chine ? Parce que l'énergie coûte vraiment pas cher là-bas. Alors le Venezuela, pour le coup, c'est pas du tout le cas. Il peut y en avoir, mais concrètement, c'est un pays où il n'y a pas du tout en fait de stabilité. Alors, d'un point de vue politique, mais même énergétique. C'est-à-dire que s'il y a des coupures systématiques,
c'est absolument pas intéressant pour un mineur de miner en fait dans un pays où il n'y a pas une stabilité au niveau des infrastructures du réseau électrique. Donc c'est pour ça qu'il y a plein de pays dans lesquels l'énergie coûte rien. Mais on pourrait citer en fait plein de pays en Afrique, etc. Mais honnêtement, le réseau n'est pas du tout adapté et ce serait même beaucoup plus problématique qu'autre chose pour les mineurs. Donc, certes, il y a beaucoup de mineurs en Chine, mais on est en train aujourd'hui d'avoir une transition. Pourquoi ? Parce que ça devient beaucoup plus intéressant de miner dans les pays froids et les pays en fait qui vont avoir un nombre en fait d'énergie renouvelable qui est assez important en termes de pourcentage. Pourquoi ? Parce que déjà en fait les pays froids vont faire que on n'aura pas à dépenser de l'énergie supplémentaire pour refroidir les infrastructures. On peut utiliser en fait directement l'air ambiant. Donc ça peut être le cas du Canada, ça peut être le cas de la Russie, de l'Islande, même si durant l'été bien évidemment là la chaleur surtout avec le réchauffement climatique peut augmenter. Quand même on va dire que dans la plupart des cas ça reste quand même des températures qui sont plutôt faibles et en plus très souvent, dans ces pays-là, bon, pas à chaque fois, il y a de l'énergie qui est propre. Et très souvent, l'énergie propre, dite verte, entre guillemets, c'est une énergie en fait, qu'on n'est pas capable de stocker. Donc par exemple, si on prend du vent, mais on produit du vent quand il y a du vent. On n'a pas un bouton pour dire maintenant j'ai envie de produire du vent. C'est pareil pour le solaire par exemple. Ça va être pareil pour le nucléaire. Alors après, nucléaire verte, là on n'est pas là pour parler en fait de ça, mais pour moi en tout cas, ça va rester une énergie verte. C'est pareil, on n'a pas un bouton pour activer ou éteindre. Donc très souvent, ça produit en continu. Donc ça veut dire qu'il peut y avoir des surproductions, et qui dit surproduction dit baisse du coût énergétique. Dans les pays en fait où c'est pas le cas, où on va avoir de l'énergie qui est produite à base de charbon par exemple, ou d'énergie fossile, on a un bouton où on peut produire ou ne pas produire. Et dans ce cas-là, en fait, il y aura beaucoup moins de surproduction. Dans les énergies vertes, on pourrait citer, on va dire, les barrages, qui eux permettent de stocker. Donc on stocke l'eau qui est en fait l'énergie, mais voilà, on va dire que c'est un des seuls cas où on peut vraiment stocker et produire quand on a envie de produire. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup aujourd'hui de mines, donc de mines de Bitcoin qui sont au Canada, qui sont en Russie, qui sont en Islande. Donc il n'y a pas forcément que la Chine qui aujourd'hui produit. Et il ne faut pas non plus confondre, on en parlera sûrement après, ce qui est pool de minage et là où sont physiquement les mineurs, qui sont deux choses quand même qui sont différentes. Mais ça, je pense qu'on en parlera, on en parlera justement après. Certainement. Donc on parle d'écologie, justement, on est dans un tournant écologique. Le Bitcoin est énergivore puisque son consensus est basé sur la preuve de travail. Donc il faut de grosses quantités d'énergie pour miner et gérer toutes les transactions. Du coup, penses-tu, sachant que nous sommes dans un tournant écologique, que ce consensus, le proof of work, est viable sur du long terme ? Il est viable dans le sens où s'il n'y a qu'un seul Bitcoin, j'ai envie de dire, la consommation énergétique est quand même négligeable par rapport à ce que ça peut apporter. Il est clair que si on a 200 Bitcoins, ce sera contre-productif. On aura une énorme consommation énergétique qui va être gaspillée parce qu'on aura plusieurs blockchains qui vont toutes utiliser plus ou moins le même consensus. Sauf qu'aujourd'hui, il se passe quoi ? Il se passe que, en fait, à part le Bitcoin, parmi les blockchains très connus, et Ethereum qui est encore en preuve de travail, mais qui va basculer, on l'espère tous un jour, en preuve d'enjeu. Concrètement, toutes les nouvelles blockchains, si on regarde, elles sont toutes de type preuve d'enjeu ou d'autres types de consensus qui ne sont pas preuve de travail. Donc honnêtement, la plus grosse aujourd'hui blockchain, c'est le Bitcoin qui est en preuve de travail, mais si on regarde toute l'évolution technologique, tous les nouveaux projets, il n'y a plus personne aujourd'hui qui mise sur ce consensus-là. Donc le Bitcoin, à mon sens, et ça on pourrait également en parler, c'est une réserve de valeur qui a une certaine utilité, qui ne va pas forcément tout faire aujourd'hui. Il y a plein d'autres projets qui justement vont permettre tout un tas en fait, d'autres applications grâce à la blockchain. Mais si on n'a que le Bitcoin aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Et en plus, il y a une optimisation et il y a également une évolution technologique au niveau des machines de minage. Aujourd'hui, les machines de minage continuent en fait d'évoluer. Elles consomment moins, elles produisent une puissance de calcul qui à chaque fois augmente. Donc il y a également une optimisation parce que c'est un business. Donc le but en fait d'un business, c'est pas en fait de dépenser de l'argent inutilement, c'est bien sûr en fait d'être optimisé au maximum. Et en plus de ça, comme j'ai pu le dire, en fait, on va très souvent utiliser du surplus d'énergie qui, s'il n'est pas utilisé, de toute façon, il ne sera pas stocké. Donc concrètement, c'est vrai,
Et d'un autre côté, en fait, c'est pas forcément vrai, quoi. Mhm. Ok. Alors, on compare souvent le Bitcoin à l'or. Le BTC étant perçu comme de l'or numérique. Pourtant, l'or pourrait survivre si les mineurs arrêtaient leur exploitation. Ce n'est pas le cas du tout du Bitcoin, car si les mineurs arrêtent leur machine, le réseau est hors service. Est-il judicieux de le comparer à l'or par rapport à cet exemple? Alors, le comparer à l'or, oui et non, mais dans le cas précis, en fait, de ta question, en fait, j'ai envie de dire, c'est comme si demain, tous les routeurs Internet étaient désactivés. On n'aurait plus Internet. Mhm. Là, on parle d'événements qui ont une chance tellement infime de se produire que concrètement, en fait, personne mise dessus. Pourquoi est-ce que les mineurs arrêteraient de miner? C'est ça, en fait, la question qu'il faudrait se poser. C'est-à-dire que soit on les force, mais dans ce cas-là, il faudrait qu'il y ait un consensus global dans tous les pays du monde pour dire le minage est interdit et donc on réquisitionne, on perquisitionne ce que tu veux, tu vois, on empêche tout le monde de miner, ce qui est techniquement impossible à faire et ce qui en plus n'a absolument aucun sens. Mais en plus de ça, aujourd'hui, pourquoi les mineurs arrêteraient en fait un business qui est lucratif? Mhm. Tu vois, ça n'a absolument aucun sens. La question Euh, sous-entend que l'or est palpable. L'or est L'or est palpable. palpable. L'or est palpable, mais c'est pas forcément ça en fait. C'est-à-dire que effectivement, si on part du principe que Internet peut disparaître, dans ce cas-là, effectivement, oui, le Bitcoin peut disparaître. Je veux dire, tu ne dépends de L'or, personne. Tu as un lingot d'or chez toi. Enfin voilà, peu importe qui ait plus d'exploitation de minage, alors oui, ton lingot va même prendre mais de la valeur, hein. alors tu as un lingot d'or chez toi, très bien, mais qu'est-ce qui se passe si demain il y a plus Internet? Dans quel monde est-ce qu'on va vivre? C'est-à-dire que Oui. là, en gros, pour moi, on part sur sur, euh, sur un cataclysme. C'est-à-dire que quelle raison ferait qu'au demain il n'y ait plus Internet? Ça veut dire qu'il y a peut-être plus de courant. Donc on vivrait en fait dans quel monde? Et je suis même Mhm. pas sûr que dans ce monde-là, en fait, ton lingot d'or, il ait une quelconque valeur. Peut-être que la nourriture, les armes, les terres sont peut-être plus, plus valorisées que des lingots d'or. Euh, donc, dans un scénario catastrophe, éventuellement, il est peut-être plus intéressant en fait d'avoir de l'or que du Bitcoin. Bon, maintenant, là, vous pariez sur un... enfin, Oui, ceux bien qui sûr. pensent ça, ils parient On l'espère sur un pas. phénomène qui a quasiment aucune chance de se produire, quoi. Voilà. On l'espère pas, c'est sûr. Euh, Moi, en tout cas, de mon côté, enfin, petite note perso, je préfère mieux, enfin, je suis plus à considérer le Bitcoin comme de l'or numérique, que comme la monnaie qui va être utilisée dans le monde entier. Parce qu'il y en a beaucoup qui pensent qu'on va payer avec du Bitcoin un peu partout. Après, c'est sûr, hein, on sait faire des achats en Bitcoin sur beaucoup de sites, etc. Bon, on sait échanger de la valeur. Mais moi, je le considère plus comme de l'or numérique. Ouais. Je suis plus de ce Je côté-là. pense que de toute façon, le Bitcoin ne sera pas utilisé comme une monnaie de paiement. Aujourd'hui, je veux dire, on le sait. D'un point de vue technologique, il n'y aura pas en fait suffisamment, il y aura pas en fait toutes les conditions qui vont être réunies pour que vraiment il y ait une adoption globale du Bitcoin en tant que monnaie de paiement. Mhm. C'est pas le Pour la but, je simple et bonne pense. raison en fait que, bon, ça on en parlera peut-être après, mais Ouais. c'est une monnaie qui va devenir déflationniste. Euh, et dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, sauf si on change complètement radicalement de modèle économique, ce type de monnaie en fait ne pourra pas faire fonctionner en fait l'économie actuelle, qui fonctionne aujourd'hui depuis un petit moment. Mhm. Ne serait-ce que par rapport à ces caractéristiques-là. Et c'est pas pour rien que l'étalon or est terminé et que maintenant on est sur des monnaies fiduciaires. Tout à fait. C'est parce qu'on ne voulait plus en fait de ce modèle-là, pour plein de raisons qui sont peut-être bonnes ou mauvaises, mais en tout cas, tant qu'il n'y a pas un changement radical par rapport à notre mode de vie, il n'y a pas de raison pour que le Bitcoin ait les caractéristiques suffisantes. Il n'a même pas été conçu en fait au final, je pense, pour ça. Mhm. Tout à fait. Alors, on associe souvent le Bitcoin à la monnaie du peuple, mais jusqu'à preuve du contraire, ce sont les riches qui en détiennent. Notre société n'a aucun équilibre, mais on ne peut pas dire que les bitcoins sont répartis de manière équitable sur tout le globe. Penses-tu qu'un jour tout le monde euh, en aura ou ça restera un actif spéculatif comme aujourd'hui, j'ai envie de dire? Ben, mon avis, c'est que de nouveau, en fait, on vit dans le même monde aujourd'hui qu'il y a 10 ans, il y a 20 ans. C'est-à-dire que les riches, effectivement, euh, créent de la richesse et vont toujours, on va dire, accumuler plus de richesse. Et le modèle économique actuel fait qu'il y a des riches et des pauvres.
Je veux dire, si on veut pas de riches et de pauvres, on repart sur un système de type communiste où il y a un partage où il y a un partage complet en fait de la valeur et des ressources de manière équitable. On a vu ce que ça a donné. Donc concrètement aujourd'hui, dans le monde actuel, de toute façon, il ne peut y avoir que des écarts entre les riches et les pauvres. Je veux dire, c'est le principe même du capitalisme. Il y aura toujours des personnes qui vont investir, qui vont prendre des risques, qui vont gagner plus, d'autres qui au final ne feront pas tout ça et pourront pas en fait en récolter les fruits. Pour le Bitcoin, c'est exactement pareil. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, c'est logique. Tant qu'on vit en fait dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, c'est normal qu'il y ait des très très gros qui ont énormément de Bitcoin et que malheureusement, effectivement, ou heureusement, ça dépend de quel côté on se trouve, le Bitcoin en fait ne dérobe pas à cette règle aujourd'hui. Et de toute façon, même si on avait distribué le Bitcoin équitablement à tout le monde, on sait très bien qu'au final, tout serait reparti que dans quelques mains. Oui, parce que c'est le monde actuel en fait. Tout à fait, et ça, on ne pourra pas le changer. Donc moi, en tout cas, il n'y a rien qui me choque par rapport à ça. Le Bitcoin n'a jamais été pour moi un moyen en fait de répartir de répartir des richesses. Et de toute façon, c'est pas le Bitcoin n'est pas le problème, c'est le modèle dans lequel on vit aujourd'hui qui fait que c'est comme ça que ça se passe quoi. Voilà, on pourrait créer un nouveau Bitcoin, ça sera encore la même chose. Voilà, ça ne changera pas, c'est la société qui est comme ça. Et bon, ça, je suis exactement, tout à fait d'accord. Ouais. Alors, Andreas Antonopoulos, j'ai pris quelques notes parce que là j'aurais pas pu le retenir, dit que le Bitcoin est spécialement fait pour les non bancarisés. Mais pourtant les non bancarisés font en grande majorité partie des populations pauvres. Comment un actif peut être pour les pauvres si les frais de chaque transaction leur coûteraient une semaine de salaire? Bon, ça revient un peu sur ce qu'on disait avant. Alors sur le principe, c'est vrai que le Bitcoin est accessible à tout le monde, dans le sens où aujourd'hui, à peu près tout le monde peut avoir un téléphone, une connexion 3G, même 2G, ça va suffire, ou une connexion Internet classique, peut créer un portefeuille Bitcoin sans avoir à passer de KYC, sans avoir à donner une quelconque preuve d'identité, et sans qu'il y ait une quelconque frontière. C'est dans ce sens-là, en fait, où Andreas Antonopoulos, en fait, il dit ça. Mais dans la réalité, bien évidemment qu'aujourd'hui, utiliser en fait le réseau Bitcoin, ça coûte peut-être pas une semaine de salaire, ça coûte quelques centimes de dollars. Mais on est d'accord que ça coûte cher. Maintenant, il faut aussi comparer par rapport à ce qui existe actuellement. Aujourd'hui, si on est en Afrique, quand on veut envoyer de l'argent en Europe, on fait comment? Très souvent, c'est quasiment impossible de faire un virement bancaire. Parce que les banques, dans plein de pays, les banques carrément bloquent les transferts. C'est compliqué en fait de les faire et ça va coûter une fortune en termes de frais de transaction. Moi, je le vois à Maurice. Pour transférer en fait quelques milliers de dollars, il faut payer à chaque fois quelques dizaines de dollars en termes de frais. Donc en fait, si on compare le Bitcoin au système actuel, le Bitcoin reste quand même beaucoup plus intéressant en termes de frais. Maintenant, pour tout ce qui est micro-transactions, là pour le coup c'est différent. C'est-à-dire que d'une part, si on veut envoyer 5 dollars par exemple en Afrique, c'est pas vraiment très intéressant, même si ça reste quand même possible de le faire. Mais en tout cas, oui, c'est sûr. Oui, il y a d'autres actifs qui sont conçus. Par exemple, il y a le petit frère du Bitcoin, le Litecoin, et puis il y en a bien d'autres qui sont prévus plus pour les petites transactions. Mais comment dire, quelqu'un qui gagne, je sais pas moi, 10 euros la semaine ne pourrait jamais utiliser le Bitcoin. Voilà, mais maintenant, en fait, il faut plus voir les avantages. C'est-à-dire que c'est accessible. Et surtout, la monnaie en fait n'est pas contrôlée par un quelconque gouvernement véreux ou une banque centrale, etc. Et ça, mine de rien, c'est dans ce sens-là où le Bitcoin peut tirer son épingle du jeu. Mais le problème en Afrique, c'est l'accès au Bitcoin. C'est ça en fait qui est très problématique, parce que très souvent en fait, il n'y a pas de plateforme d'échange qui existe, parce que ces pays-là en fait soit sont sous embargo, ou alors tout simplement il n'y a aucun intérêt pour les plateformes d'opérer en fait dans ces pays-là, ou c'est trop compliqué d'opérer en fait dans ces pays-là. Donc ce qui existe aujourd'hui, c'est le gré à gré. Le problème du gré à gré, c'est que tu as un monopole de certaines personnes qui peuvent acquérir du Bitcoin et qui vont aller directement le vendre là-bas encore plus cher que le prix au marché. Et ça, on l'a vu en fait dans plein de pays comme le Venezuela par exemple, où il y aura en fait une sorte de marché noir. Alors pas forcément un marché noir dans le sens où c'est pas illégal, mais en tout cas, il y aura un marché parallèle qui va se développer de gré à gré, mais où on va vendre des bitcoins peut-être 50-100% plus cher
que le prix spot qu'on pourrait avoir si on avait accès à une plateforme d'échange. Donc ça, c'est le gros problème aujourd'hui, c'est l'accès au Bitcoin, parce que la plupart des plateformes d'échange n'opèrent pas en fait dans ces pays-là. Moi, j'ajouterais que, le Bitcoin, pour moi, n'est pas conçu pour les non brokerisés, peut-être à la base, mais maintenant on a d'autres actifs. Il y a eu Omisego aussi qui je pense a été conçu pour cela. C'est du côté de l'Asie, je pense. Et Oui. voilà, il faut aussi prendre en compte les frais de transaction. Voilà, il y a un tas de choses à prendre en compte. Et le Bitcoin, voilà, je pense pas que même si à la base il était conçu un peu pour le peuple et tout ça, voilà, quelqu'un qui gagne 10 euros la semaine et voilà, le malheureux il va effectuer une transaction, il a tout perdu, quoi. Déjà en fait, ça va lui coûter trop cher en fait juste d'en acquérir parce que tu auras le spread. On le sait déjà, aujourd'hui, tu vas chez les... moi j'appelle ça les arnaqueurs, mais les mecs dans les aéroports où tu vas aller convertir de la monnaie, et tu vois un spread de 1, 2, 3, 4%, tu te dis, bon, le mec te prend pour un con, tu vois. Et en fait, là, le problème, c'est que c'est le même principe. Donc il y aura un spread entre prix d'achat, prix de vente qui va être tellement important que en fait, la personne n'a aucun intérêt à acheter du Bitcoin, sauf si sa monnaie part en hyperinflation. Dans ce cas-là, même payer des frais qui sont importants, ça vaudra la peine. Permettent quand même de sécuriser le peu en fait de ce qu'on peut avoir. Mais l'entre-deux, pour moi, c'est le stablecoin. Alors, c'est pas forcément la solution idéale, quoique aujourd'hui, on a des stablecoins qui sont totalement décentralisés comme le DAI, le SUSD et tout un tas en fait d'autres tokens qui répliquent la valeur du dollar sans pour autant être adossés à de vrais dollars. Et pour le coup, ça c'est un entre-deux qui à mon sens est très intéressant parce que ça donne l'accès à une monnaie quand même plutôt stable qui est le dollar à tout un tas en fait de personnes qui n'y auraient pas accès en temps normal. Et ça, pour le coup, je pense que c'est une avancée quand même qui est assez importante. Mais de nouveau, le gros du problème, c'est l'accès. C'est pouvoir accéder à ces types de crypto-monnaies en fait qui restent encore très compliquées aujourd'hui, quoi. Tout à fait. Alors, je vais passer à la 8e question. Le BTC est à la base conçu pour nous donner plus de liberté dans nos échanges de valeurs. Pourtant, la plupart des gens de la communauté se régissent quand les institutions financières entrent en jeu. N'y a-t-il pas une incohérence dans le raisonnement? Moi, c'est ce que je ressens fort. Tu as deux types de personnes. C'est très simple. En fait, tu as ceux qui font pas beaucoup de bruit, qui sont vraiment dans leur monde où ils veulent vraiment développer la décentralisation. Ils veulent vraiment développer les applications décentralisées, les monnaies décentralisées. Mais eux, en général, on les entend pas trop. Ils sont plus tout ce qui va être les développeurs, les personnes qui ont développé une idéologie par rapport à ça. Et ceux qu'on entend aujourd'hui, c'est qui? C'est tous ceux qui spéculent. Tous ceux qui spéculent, qui vont acheter dans 99% des cas pour avoir un gain, pour faire du profit au final. Donc c'est normal en fait aujourd'hui que ces personnes-là, ils sont contents en fait quand il y a des pros qui commencent à développer en fait des produits comme le CME pour les contrats futurs. On a aussi Bakkt. Il y a aussi d'autres produits comme des fonds comme Grayscale qui permettent en fait à des pros de s'exposer directement au Bitcoin, à l'Ether, etc. On sait aujourd'hui que tous ces fonds-là et que tous ces produits commencent à avoir un volume d'échange qui est quand même très très important. Et Grayscale aujourd'hui, qui est je pense le plus gros fonds pour les professionnels, qui détient des quantités astronomiques de Bitcoin. Là on parle de milliers de Bitcoin. Ça a une incidence à mon avis positive sur le prix et en fait c'est dans la continuité, je pense, du Bitcoin en fait tout simplement. Il continue à se développer, il continue en fait à avoir de plus en plus de personnes qui veulent investir dedans. Et aujourd'hui, à mon sens, c'est considéré comme une classe d'actifs à part entière par les professionnels. Pas encore tous, mais c'est en train vraiment de se développer. Mais clairement, ça va à l'encontre même des valeurs du Bitcoin, de la décentralisation, de l'accessibilité, parce qu'au final, ça redevient connecté au monde financier en fait. Et aujourd'hui, en fait, on le voit. C'est ça. On voit que la corrélation entre les marchés financiers et le Bitcoin, elle est devenue extrêmement forte, notamment depuis la crise du Covid-19. Tout à fait. Moi, je trouve ça vraiment contradictoire parce que,
ça permet aussi aux institutions avec toutes ces couches de contrôler quelque part le Bitcoin. Et moi, voilà, je suis un peu un puriste par rapport à cela, c'est-à-dire que le Bitcoin, c'est un anti-système. Alors, je peux pas me réjouir de savoir, tiens, Bakkt rentre en jeu ou les contrats à terme comme on a eu en décembre 2017, Chicago qui est rentré aussi en jeu. Donc, pour moi, c'est le Bitcoin, il devait rester autonome et on ne devait pas ajouter de couches. Donc, moi, je fais pas partie de ceux qui sont, allez, je veux dire, euphoriques qu'on réglemente le Bitcoin. Le Bitcoin, il n'est pas fait pour être réglementé. Il n'est pas fait pour cela. Donc, ça va à l'encontre des valeurs. Après, d'autres projets vont permettre, enfin, voilà, ça me dérange pas sur d'autres actifs, mais sur le Bitcoin, je trouve que c'est pas cohérent. Bah, il l'est pas fait, mais en tout cas aujourd'hui il l'est. Le Bitcoin est complètement régulé. Et c'est pour ça qu'on laisse tout que... faire. Parce que moi, je me suis toujours posé la question, comment ça se fait que le Bitcoin est encore là? Comment ça se fait? Parce que en fait... c'est très simple pour le supprimer. Je parle pas de couper Internet. Hein. Au niveau régulation, ça peut aller très vite, notamment avec les exchanges, parce que c'est par là hein, qu'on achète sûr. du Bitcoin. Hein. C'est pas de gré à gré. Hein. C'est pas encore assez connu pour que voilà tout le monde ne connaît pas ou n'a pas du Bitcoin. Donc ça serait assez compliqué, ou peut-être sur des forums. Enfin, peu importe. Mais le problème, c'est que si tu veux une adoption, il te faut une régulation. C'est-à-dire que tant que le Bitcoin reste tout petit, il dérange personne. Mais dès que le Bitcoin commence à grossir, on ne peut pas être naïf. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir une monnaie qui est complètement libre, décentralisée, utilisée par tout le monde, sans que les États, les banques se réveillent. Donc, je veux dire, pour moi en tout cas, c'est dans la cohérence de si on veut que le Bitcoin se développe et qu'il soit de plus en plus utilisé. C'est-à-dire que si on voulait en fait que le Bitcoin reste comme il était en 2010-2011, là, je pense en fait qu'on aurait pu, et en fait on aurait pu, mais non. Pourquoi? Parce que en fait, vu que c'est libre, chacun fait ce qu'il veut. C'est-à-dire que tout le monde est capable de créer une plateforme d'échange pour justement échanger des bitcoins. Tout le monde est capable de créer des produits dérivés pour spéculer en fait sur le bitcoin, vu que c'est complètement libre en fait. Donc en fait, d'un côté, t'as raison, mais de l'autre, t'as pas raison parce que c'est totalement libre. Donc ça veut dire qu'on est obligé en fait de laisser les gens faire ce qu'ils veulent avec le bitcoin. Et c'est pour ça, en fait, à mon avis, qu'on en est arrivé à ça, à là où est-ce qu'on en est aujourd'hui, quoi. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que si on régule le Bitcoin un jour, et ça a commencé, notamment avec tout ce qui est KYC, ton adresse publique Bitcoin qui aujourd'hui, voilà, c'est une adresse publique, mais elle n'a pas de lien avec toi. Un jour, si on continue comme ça, ton adresse publique sur les réseaux Bitcoin, elle correspondra à ton identité entière. On saura que j'ai envie de dire que c'est déjà le cas en fait. Ouais, voilà, c'est pour ça que je dis ça a commencé. Donc quelque part, c'est anonyme, c'est la monnaie du peuple, ça équivaut à l'argent liquide. Non, parce que si on continue de réguler comme on le fait depuis maintenant, j'ai envie de dire, depuis 2017, en tout cas c'est là que ça s'est accéléré, ou surtout même 2018, c'est plus le Bitcoin. Hein. Ça n'a plus rien à voir en fait avec l'idée originale de Satoshi Nakamoto. Donc ça, moi, ça me déçoit un petit peu. Enfin, je suis pas de ce camp-là, quoi. Je suis plus pour mais je perçois ton raisonnement, hein, comme que voilà, c'est libre, donc du coup, on fait ce qu'on veut, forcément. Mais c'est à double tranchant. Mais le cash est plus anonyme en fait que le Bitcoin. Exactement. Sauf cas particulier, effectivement, si demain on te donne du Bitcoin. Oui, donc là tu peux créer une adresse qui est reliée à aucune plateforme d'échange, tu vas recevoir du Bitcoin, mais la question c'est qu'est-ce que tu vas faire ensuite de ces Bitcoins? C'est soit tu les gardes, soit tu les redépenses. Et dans ce cas-là, l'anonymat va rester. Par contre, dès qu'il y a une opération avec des monnaies fiduciaires comme le dollar ou l'euro, il n'y a plus d'anonymat. Oui, donc mais ça veut dire que qui t'a donné du Bitcoin, je rebondis sur ce que tu as dit. Si un jour il doit rendre des comptes, peu importe pour voilà. Oui, s'il doit rendre des comptes. À qui il t'a donné du Bitcoin à toi? Toi, ok, ça vient de quelqu'un, donc t'as pas eu besoin de passer un KYC ou de t'inscrire sur un échangeur. Mais lui, s'il doit rendre des comptes, il devra dire j'ai transmis des Bitcoins. Là c'est comme le cash. Je veux dire, c'est le même degré d'anonymat en fait que le cash. Le cash, c'est pareil. Si on donne du cash à quelqu'un, on sait à qui est-ce qu'on l'a donné. Donc là, c'est le même principe. Mais toi, oui, c'est déjà suffisamment anonyme. C'est pas notifié sur un réseau. Toi, oui. Mais c'est pas, il n'y a pas de trace. Oui, après, dès qu'il y a une adresse qui est spoilée, hein, qui est associée à quelqu'un, ensuite on peut tout retracer, effectivement.
Ça, c'est la nature même de la blockchain du Bitcoin. Mhm. Elle est transparente dans le sens où il y a une traçabilité, justement. Chose qu'on ne retrouve pas, en fait, avec les monnaies, avec le cash, qui, justement, en fait, aujourd'hui, si on veut être un terroriste, on reste en cash, hein. On ne se met Exactement. absolument pas, en fait, sur du Bitcoin, hein. Même si le Bitcoin, on peut le recevoir à distance, chose que le cash, on ne peut pas le faire. Si on avait le choix, choisir entre le cash ou le Bitcoin, moi, je prendrais le cash. Voilà, clairement. Parce que l'anonymat en fait du Bitcoin, il est entre guillemets aujourd'hui. Mais c'est une question que j'allais poser justement. Ben, on y est. Alors, Ouais, très bien. effectivement, ouais. C'est ça. Ben, oui, effectivement, pour moi aussi, je pense que l'argent liquide donne beaucoup plus de liberté que le Bitcoin, hein. Ça peut être étonnant pour des personnes qui arrivent dans le secteur, mais c'est le cas. C'est le cas vu qu'il y a un registre public. Maintenant, il y a des monnaies anonymes qui n'ont pas du tout le vent en poupe, parce qu'en fait, il faut aussi pas être naïf par rapport à ça. Les gens ne sont pas intéressés par ça. Ça aussi, il faut le dire. C'est-à-dire que la plupart des gens, ils en ont rien à foutre en fait, et pardon du langage, de l'anonymat. Ça leur intéresse absolument pas. Aujourd'hui, les gens, ils ont aucun complexe à partager toutes leurs données sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok, sur tout ce que tu veux. Ils donnent toutes leurs données, ils partagent toute leur vie, et ça leur dérange absolument pas. C'est-à-dire que aujourd'hui, l'anonymat, c'est pour une certaine partie très très infime de la population qui comprend les enjeux justement des données, de tout le business en fait qu'il y a par rapport à ça. Mais sauf que la plupart des gens ne sont pas éveillés par rapport à ça, ils s'en fichent complètement. Sinon, le Monero par exemple, le Monero, le Zcash et tout un tas en fait d'autres monnaies anonymes auraient été beaucoup plus développées. Or aujourd'hui, elles sont quasiment pas utilisées parce que ça n'intéresse absolument personne. Voilà. Ça fait Donc ça peur aussi, en fait, il faut. ça n'intéresse pas. C'est vrai qu'il y a moins de demandes, mais ça fait peur aussi, hein, le raisonnement, je veux dire, le sentiment général, c'est ça va pas passer au niveau des régulations. Ce qui n'est pas faux parce que Ça passera pas, mais effectivement, elles n'ont pas encore été interdites. c'est pour ça Parce qu'elles que sont pas Dash, utilisées. par exemple, propose les deux, l'anonymat ou pas. Et c'est ce genre de crypto semi-anonyme qui pourront peut-être passer à Ouais, travers mais les on l'a mailles du vu, filet. c'est pas ça qui excite les gens. Ouais. Tu vois, c'est pas ça qui excite les gens aujourd'hui. Je pense que l'anonymat a eu son heure de gloire à un moment, il y a quelques années, où il y a eu plein de projets anonymes qui ont vu le jour. Mais aujourd'hui, on le voit, ça n'intéresse quasiment personne. Voilà. Sauf une infime partie des gens qui veulent conserver leur anonymat. Mais anonymat n'est pas compatible avec adoption et avec régulation. Et c'est pas pour rien que les tokens n'ont pas forcément pris beaucoup plus de valeur en fait depuis maintenant un bon bout de temps. Mhm. Parce que de toute façon, il ne pourra pas y avoir une adoption de ces crypto-monnaies-là. Ça va rester uniquement petit, sinon il y aura régulation, et sinon il y aura interdiction sur les plateformes d'échange. Et là, en Donc, 24 heures, game over, hein. bah là, le volume s'effondre et les gens paniquent et le prix s'effondre, effectivement. Ok. Bon, je vais parler un peu du Lightning Network. Donc, il est Ouais. souvent proposé, enfin, il est proposé pour pallier un certain nombre de problèmes du réseau d'origine. Pourtant, le Lightning Network comprend environ 2000 nœuds et 95% de ceux-ci sont vulnérables à des attaques mettant en péril les fonds de certains détenteurs de Bitcoin. Ces attaques génèrent de plus en plus de spam qui peuvent surcharger le réseau Bitcoin. Est-ce que le Lightning n'est pas un pansement sur une jambe cassée? Alors, c'est pas un pansement dans le sens où c'est une couche supplémentaire par rapport au Bitcoin. Ça veut dire que le Bitcoin reste le Bitcoin et on développe une couche on va développer une application supplémentaire qui va utiliser en fait le Bitcoin comme moyen en fait de paiement beaucoup plus rapide. Donc sur le principe, c'est super parce que là, on part du principe que le Bitcoin, si au final il a été conçu comme ça, c'est peut-être pas pour autant pour beaucoup évoluer. On l'a vu, la communauté ne veut pas qu'il y ait une forte évolution parce que c'est un réseau qui est difficile à faire évoluer, qui a beaucoup de valeur aujourd'hui et même qu'il n'y a pas forcément en fait de besoin aujourd'hui de le faire évoluer. On l'a vu avec Segwit, notamment où il y a eu le drama avec Bitcoin Cash sur l'augmentation de la taille des blocs pour augmenter le nombre de transactions dans chaque bloc. On a plus misé sur une optimisation, où on a optimisé les transactions avec Segwit, mais concrètement, on n'est pas allé plus loin. Et aujourd'hui, on ne va pas forcément aller beaucoup plus loin, on va juste optimiser un petit peu plus le réseau, mais concrètement, ça ne bougera pas. Donc le Lightning Network, on a pu voir au début qu'il y a eu
une attractivité, mais concrètement, il n'y a plus beaucoup d'évolution. Il n'y a pas beaucoup de nœuds en plus, il n'y a pas une croissance en termes de nœuds, C'est ça. il n'y a pas une croissance. Et la raison, elle est simple. C'est parce qu'en fait, aujourd'hui, est-ce que, je vais dire, le peuple est prêt à utiliser le Bitcoin comme moyen de paiement? Tout à fait. Et je Ben pense là, que nous ça, en sommes fait, d'accord. Ouais. on a déjà répondu, en fait, tu vois. Ouais, Euh, c'est ça. donc, euh, donc, pour moi, c'est bien. Alors, soit c'est trop en avance sur 100 ans, parce que les gens sont clairement pas prêts, et c'est, je pense, le cas. Aujourd'hui, pour moi, le meilleur compromis, ça reste les stablecoins, c'est un entre-deux, effectivement. C'est peut-être pas parfait parce que c'est adossé à une monnaie fiduciaire qui va être le dollar, en tout cas, de par sa valeur et sa stabilité. Pour l'instant, aujourd'hui, ça reste quand même parmi les monnaies les plus stables qui existent. Euh, Moi, je pense que peut-être, peut-être que ça pourra exploser si il y a une défiance envers les monnaies traditionnelles et s'il y a un changement de mode de vie complet où on arrête de vivre dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, dans l'économie dans laquelle on vit aujourd'hui. Et éventuellement, on pourrait basculer sur une monnaie différente, mais honnêtement, ça voudrait dire que en plus de ça, troisième point, que les États lâchent le contrôle de la monnaie. Pas parce qu'ils ne pourraient plus avoir de contrôle sur cette monnaie-là. Donc pour moi, ces trois points font que, sauf révolution majeure, il y aura pas, le Bitcoin ne pourra pas être utilisé en fait comme monnaie de paiement. Et ne sera même pas en fait, enfin, même les gens ne voudront pas utiliser en fait. Tant qu'il n'y a pas tout ça, il n'y aura pas une explosion de l'intérêt du Lightning Network. Donc aujourd'hui, c'est utilisé par, de nouveau, une très très faible communauté. Tout n'est pas encore parfait. Il y a des problèmes de sécurité, on l'a vu, parce que justement, vu que c'est pas très utilisé, il n'y a pas forcément un développement non plus énorme en fait dessus. Il y a du développement, mais on va dire que il n'y a pas non plus. Je pense qu'il n'y a pas une motivation de dingue quant à l'amélioration du réseau, vu que c'est vraiment pas beaucoup utilisé et qu'il n'y a pas de croissance. C'est-à-dire que depuis plusieurs années, il n'y a pas de croissance au niveau du volume, au niveau du nombre de bitcoins qu'il y a en fait dans les nœuds. De mémoire, on était à peu près à 1000 bitcoins, si je ne dis pas de bêtises, il y a de cela un an. Et je crois que ça n'a pas beaucoup évolué. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de croissance Très peu. sur ce réseau-là. Ok, bah, on est assez d'accord. Et, Alors, et en plus de ça, juste pour rajouter un tout petit point, en fait, aujourd'hui, les monnaies traditionnelles, elles sont ce qu'on appelle élastiques, dans le sens en fait où la masse monétaire va évoluer. Ce qui n'est pas possible aujourd'hui avec le Bitcoin, où on a en fait une masse monétaire qui est définie avec une inflation qui est définie à l'avance et qui réduit au fur et à mesure qu'il y aura des halvings tous les 4 ans. Et c'est pour ça, on va dire en partie, qu'il y a une volatilité qui est extrême sur le Bitcoin parce que il n'a pas, en fait, l'offre et la demande fait que en fait, si on n'a pas une monnaie qui s'adapte en fonction de l'offre et de la demande, il y aura forcément à un moment plus d'acheteurs ou plus de vendeurs. Donc boum, ça va impacter en fait directement le prix. Il y a eu quelques essais de monnaies justement élastiques. Bon, pour l'instant, c'est pas hyper fluctuant dans les cryptos, où justement en fait le nombre de cryptos en circulation évolue en fonction de l'offre et de la demande pour essayer en fait d'avoir une sorte de stablecoin mais qui n'est pas adossé à une monnaie fiduciaire. Honnêtement, on n'y est pas encore. Voilà. On n'y est pas encore, non. mais ça pourrait éventuellement convenir au monde actuel, dans l'économie actuelle. Mais à mon sens, là, le Bitcoin, il a plus une caractéristique de réserve de valeur, de prendre de la valeur, de se raréfier, plutôt en fait que d'être vraiment une monnaie qui va être compatible avec nos modes de vie d'aujourd'hui. ok, mais je vais poser ma dernière question. Enfin, ma dernière question, c'était est-ce Ouais. que le Bitcoin donne plus de liberté que l'argent liquide? Mais je pense qu'on en a parlé, donc je vais terminer En avec fait, oui et non. Oui et non. Voilà. oui, oui. C'est-à-dire que d'un certain côté, oui, d'un autre côté, bah non. Allez, en termes d'anonymat, non. Mais en termes d'accès, c'est quand même plus facile d'avoir accès à une monnaie, à un actif qui va préserver de la valeur pour une personne qui est en Afrique, même en Amérique du Sud, au Venezuela, en Argentine, etc. La liberté, c'est aussi une monnaie qui n'est pas contrôlée. Donc en fait, c'est pour ça que je dis que c'est oui et c'est non. Demain, enfin même aujourd'hui, on sait que les monnaies sont complètement à la botte des États. Les banques centrales sont à la botte des États. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent avec la monnaie. Est-ce que ça, c'est le signe d'une liberté? Tu vois? Parce que si demain, nos élites font n'importe quoi avec la monnaie et qu'elles perdent de la valeur, bah, t'as beau avoir du cash, en fait, j'ai envie de te dire que s'il vaut plus rien,
Donc c'est pour ça que c'est un entre-deux. Qu'est-ce que c'est vraiment que la liberté, tu vois? C'est aussi ça qu'il Oui, faudrait mais faut qu'on pas oublier, définisse. Donc c'est que voilà. je suis d'accord avec toi, mais si l'euro ou le dollar tombe, euh, faut imaginer les dégâts que ça pourrait engendrer, hein. Ouais, mais dans ce cas-là, il vaut mieux, je pense qu'il vaut mieux avoir tous les actifs qui ne sont pas corrélés de près ou de loin à ce que touchent les États. Voilà. Donc ça va être l'or et ça va être L'or, le Bitcoin. Voilà. l'or, le silver, Euh, etc. Et le ouais, bitcoin. mais Voilà, tout ce le qui a une valeur, bitcoin et d'autres. tout ce qui va avoir une valeur réelle en fait, tout simplement. Et on le sait de toute façon que les monnaies fiduciaires n'ont pas de valeur réelle. C'est juste la confiance. Voilà. C'est Donc tant ça. qu'il y a de la confiance, ça fonctionne. S'il n'y a plus de confiance demain, bah là c'est mal barré. Donc, tant qu'il n'y a pas d'attaque sur le réseau du Bitcoin, là je parle du Bitcoin, tout va Alors, bien. Et si mais un en jour... fait, Mais quoique, c'est vrai que regarde, Ethereum classique, combien d'attaques on a déjà eu là? Tout va bien, hein, ils oui, sont mais là toujours le dans le top problème 30. c'est la vulnérabilité en fait du réseau. Mhm. C'est-à-dire qu'aujourd'hui le réseau Bitcoin n'est pas comparable au réseau Ethereum et n'est pas comparable encore moins au réseau Ethereum classique. Pourquoi? Parce que ce qui importe en termes de sécurité, c'est la centralisation effectivement donc des pools de minage. On n'a pas forcément parlé, mais aujourd'hui on sait que 80% à peu près des pools de minage sont en Chine. Et un pool de minage, c'est quoi? C'est un serveur, hein. C'est un serveur dans lequel tous les mineurs du monde vont se connecter pour mettre en commun leur puissance de calcul et pour maximiser le fait qu'en fait ils vont pouvoir miner un bitcoin. Parce que si on mine de son côté, eh ben, on a encore moins de chances de pouvoir miner un bitcoin. Donc le pool, c'est mettre en commun pour ensuite se partager la récompense. Les pools sont juste des serveurs. Et ce n'est pas en fait parce que 80% des pools de minage sont en Chine que 80% des mineurs sont en Chine. Aujourd'hui, c'est forcément intéressant pour une personne qui se lance dans le minage de se connecter aux principaux pools de minage. Parce que tu auras beaucoup plus de chances de miner du Bitcoin, donc de recevoir une récompense. Donc aujourd'hui, c'est à peu près équilibré. Il y a à peu près, on va dire que les plus gros pools de minage, ils détiennent, allez, 20% du réseau. 20% de la puissance de calcul du réseau. Le réseau peut être vulnérable si on atteint les 51% ou s'il y a une association entre les différents pools de minage pour atteindre les 51%, donc prendre la majorité en fait sur le réseau. Et quand bien même, qu'est-ce qu'ils pourraient faire comme attaque? Juste du double spend. Donc ils ne peuvent pas en fait voler du Bitcoin, tu vois. Même une prise de contrôle sur le réseau, ça permet juste de pouvoir faire du double spend. Donc ça veut dire qu'ils peuvent réutiliser plusieurs fois les Bitcoins que eux ils ont déjà, tu vois. Ça, en théorie, ça peut arriver. En pratique, il n'y a aucun intérêt à le faire, absolument aucun. Ben, ils Et en perdraient plus tout, de hein. ça, Je vois pas l'intérêt pour en eux de plus le de faire. ça, Ils vont perdre leur bouquin. ils ont un business qui est lucratif. Les pools de minage, ils récupèrent des frais. Donc eux, ils ont un serveur où tous les mineurs se branchent. Ils récupèrent des frais juste en ayant un serveur. Pourquoi est-ce qu'ils iraient planter ça? Et en plus de ça, les mineurs qui sont connectés au pool de minage, qui à mon avis vont pas être très contents, ils vont de suite se déconnecter en fait du pool pour aller sur un autre. Donc en fait, ça va rééquilibrer. Donc c'est pour ça que, il me semble que c'était en 2017, 2016, 2017 qu'il y avait quand même un pool qui devenait très très important. Sauf qu'aujourd'hui, c'est de l'histoire ancienne. L'Ethereum classique, c'est un réseau qui a beaucoup moins de valeur, donc qui intéresse beaucoup moins les mineurs, donc il y a beaucoup moins de mineurs, beaucoup moins de puissance de calcul, donc plus facilement attaquable. Ça aussi c'est important, c'est-à-dire que plus le Bitcoin va prendre de la valeur, plus il y aura de mineurs et plus il sera difficile à être attaqué. C'est vrai que si le prix du Bitcoin s'effondre, en fait, les mineurs pourront toujours être rentables, mais il y aura beaucoup moins de mineurs, et donc le réseau sera beaucoup plus vulnérable. Donc c'est vrai qu'un des points, et on pourrait peut-être conclure en fait dessus, c'est que si le prix du Bitcoin s'effondre, disons à 100$, le réseau deviendra beaucoup plus vulnérable. Voilà, ça c'est aussi Logique. une réalité. Ouais. Mais je vais terminer avec la blockchain. Donc c'est une révolution, hein, c'est indiscutable, mais il faut avouer que cette technologie est à double tranchant, car si on tokenise le monde entier, chaque fait et geste sera enregistré dans un registre public. Le risque sera bien évidemment une forme d'association avec les gouvernements pour rester dans le cadre de la loi. Alors ma question est, pouvons-nous aussi interpréter cette technologie comme une cage numérique si elle est utilisée dans tous les aspects de notre vie quotidienne? En fait, je pense qu'il faut avant tout voir l'évolution. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quel système on a? On a un système qui est centralisé. Ça veut dire que tout est centralisé dans des entreprises qui ont le contrôle absolu sur tout. Même si demain,
on n'a pas des blockchains qui sont totalement transparentes, totalement anonymes, on aura quand même un début, j'ai envie de dire, d'amélioration quant à la centralisation en fait de toutes les données. Donc après, une blockchain, on en fait ce qu'on veut. Une blockchain, on peut la rendre publique, on peut la rendre anonyme, ou alors on peut la rendre privée, pas du tout en fait décentralisée. En fait, le mot blockchain, c'est pas assez précis. C'est-à-dire que une blockchain n'a pas vocation à être forcément décentralisée. Tu peux avoir aujourd'hui des nœuds qui maîtrisent qui contrôlent le réseau. Ça peut être le cas en fait dans des consortiums, par exemple. Je sais pas moi, tu prends les GAFAM. Les GAFAM, ils créent leur blockchain. Voilà. Mais elle est pas du tout en fait, elle sera pas du tout décentralisée. Chaque entreprise, Google, Facebook aura son propre nœud et ils auront leur propre poids de gouvernance dans le réseau. Ou alors on fait une blockchain publique comme le Bitcoin, qui n'est contrôlé par personne, par exemple par une association, comme ça a été un petit peu le cas pour Ethereum. Donc tu crées une assoce, tu crées une blockchain qui n'a pas du tout de but lucratif, qui n'appartient à personne. Dans ce cas-là, en fait, tu fais une blockchain qui va être totalement décentralisée. Donc, en fait, je pense juste qu'il ne faut pas non plus partir du principe que blockchain veut dire décentralisation. Blockchain ne veut pas dire anonymat, veut même pas dire en fait au final transparence. Tu fais une blockchain privée, tu n'as aucune transparence. Mais moi je pense plutôt que c'est une évolution par rapport au système actuel qui n'est pas du tout décentralisé, qui est totalement centralisé et ça pose beaucoup de questions, notamment sur les données personnelles en fait aujourd'hui. Mais si on tokenise le monde entier, en fait, il ne faut pas oublier que la tokenisation en tant que telle, aujourd'hui, se base soit sur un tiers de confiance. Par exemple, on l'a vu avec le stablecoin, par exemple, tu prends l'USDC de Coinbase, qui est basé sur un tiers de confiance, qui est Coinbase, qui va récupérer les fonds. Ou alors, tu peux tokeniser également en utilisant des produits dérivés comme le SUSD de Synthetix, comme le DAI, qui sont au final une tokenisation du dollar, mais qui est réalisé en fait de deux façons différentes. Donc ça dépend. Ça dépend vraiment en fait de ce qu'on a envie de faire. Mais demain, toutes les blockchains ne seront pas publiques, toutes les blockchains ne seront pas respectueuses de la vie privée. C'est aussi une volonté des entreprises de vouloir le faire. On ne les forcera pas. Ça veut dire que si elles ne veulent pas le faire, elles ne le feront pas. Tu vois, sauf si demain, il y a une loi qui oblige toutes les entreprises à utiliser en fait des blockchains publiques, mais je pense qu'on est encore très très loin en fait de ça. Je vois pas pourquoi est-ce qu'elle le ferait. En tout cas, pas, on va dire pas toutes quoi. Sachant que la donnée va devenir, à mon avis, l'or de demain quoi. Si on celui qui aura la donnée, les données, on pense aura à la l'IoT, puissance. les objets connectés, la 5G, ça va être la folie. La folie. En fait, pour moi, si on n'a pas de cadre légal, on va avoir ce qu'on a avec les GAFAM. Donc, tu as une centralisation d'absolument tout. Eh bien oui, clairement. De toute façon, moi, je pense qu'on va partir vers un truc comme ça, à mon avis. Mais parce que le problème, c'est que là, c'est aussi l'État, en fait, qui doit jouer son rôle. S'il n'impose rien aux entreprises, il faut que les entreprises aient des dirigeants à leur tête qui aient cette philosophie-là de vouloir faire ça. Non. Mais sinon, elles ne le feront pas. Non. Ça, il faut pas y compter. Mais c'est sûr que il faudra encadrer tout ça. C'est pas. Mais c'est sûr que oui. La blockchain en tant qu'optimisation sur, par exemple, la supply chain, la traçabilité, si ça a un intérêt économique pour les entreprises d'utiliser en fait une blockchain pour, par exemple, suivre toute la chaîne de production, là, ils pourront le faire. Mais de nouveau, est-ce que ce sera complètement public ? À mon avis, non. Parce que, c'est aussi dans l'intérêt d'une entreprise d'avoir un minimum de contrôle sur sa donnée. Maintenant, il peut aussi faire un effort de transparence. Clairement, ça aussi, c'est possible. Mais c'est une volonté. Voilà. Et tant qu'il n'y a pas de volonté, il n'y aura rien, quoi. Ouais, c'est ça. Non, mais comme c'est parti là, moi, je vois pas d'encadrement à venir. Donc, ça va être le Far West. La 5G arrive à grands pas et c'est sûr que les données personnelles, on va être confronté à de gros problèmes. Parce qu'au niveau philosophie, je pense pas que... Voilà. De toute façon, là aujourd'hui, on vire sur un monde ultra connecté où on sait absolument tout sur tout le monde. Voilà. Mais moi, j'ai l'impression qu'on est qu'au début au fait d'Internet. Quand je pense... il suffit de voir ce qui se passe en Chine.
C'est ça. Il suffit de voir ce qui se passe en Chine et de se dire que ça va arriver chez nous. Ouais, la Chine, ils ont genre 5 ans d'avance, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, la Chine, Ouais, non. je dirais même plus que ça. Non, mais est-ce que le monde, enfin l'Europe, l'Amérique, acceptera qu'on vive comme en Chine, avec un profil numérique, une note sociale, etc. Enfin, je pense pas qu'on va accepter ça. Enfin, ça va être difficile. Est-ce que les gens sont suffisamment éveillés pour ça? Est-ce que les gens sont suffisamment... les gens sont concentrés Enfin, sur leur smartphone. Hein. Moi, quand je me balade ici mais en au fait, parc un les peu gens... plus loin, ils cherchent des Pokémon avec leur téléphone. Hein. Ils sont pas là en train de C'est comme je te penser. l'ai dit, en fait, les gens la plupart des gens ne savent même pas ce que c'est que données personnelles, ne savent même pas ce que c'est que de l'anonymat. Donc, comment tu veux, en fait, dans un contexte comme ça, qu'il y ait un éveil des consciences de se dire non, ça on le veut pas. En fait, aujourd'hui, les gouvernements, ils font ça. Alors, en Europe et en France, on n'est pas aussi radical qu'en Chine, mais on profite d'attaques terroristes pour commencer justement à mettre des boîtes noires dans les serveurs, etc., pour commencer à contrôler en fait les réseaux sous prétexte d'attaques terroristes. Il y a le Covid, donc sous prétexte du Covid, on va tous vous tracer comme ça, on saura exactement avec qui vous avez été en contact. Et au final, on sait très bien comment ça marche. On nous dit que c'est temporaire et ça ne le sera pas. C'est ça. Euh, C'est comme. et, Ouais, non, c'est ça. On nous met des dispositifs quelque part et après, pour ouais, notre sécurité, et ensuite ces dispositifs-là restent et ils sont même renforcés. C'est. bah oui, et puis après les gens ils oublient. Est-ce que les gens ils savent que Ils maintenant à s'habituent. cause C'est même pas des qu'ils oublient, attaques ils s'habituent. C'est comme là, tu vas au magasin, tu mets un masque, tu t'en rends même plus compte que tu le mets, t'es habitué. C'est plus comme au mois de mars où qu'est-ce que je fais effectivement, les gens s'y habituent et ils oublient. Les boîtes noires en fait dans les serveurs en France, elles sont toujours là. Donc aujourd'hui en fait les données qu'il y a dans les serveurs en France peuvent techniquement être récupérées par le gouvernement s'il en a en fait le désir. Chose qui n'était pas possible il y a de cela 5 ans ou 10 ans. Euh, euh, donc je sais pas. Honnêtement c'est difficile de savoir si vraiment on va vers un monde comme la Chine. Je n'espère pas. J'espère qu'il y aura un éveil des consciences, mais honnêtement, j'ai un gros doute. Parce que bon, bah, la donnée, c'est le pouvoir. Hein. Ah, c'est sûr. Quand tu as un État qui peut contrôler sa population, qui peut tout savoir sur elle, j'ai envie de dire que c'est le Graal. Euh, c'est le Graal. Il faudrait pour ça qu'on ait une élite qui soit pour le peuple. Voilà. Et pour les libertés. On Entièrement verra. d'accord. Entièrement d'accord, mais c'est sûr, on est surveillé, hein. On communique là par mythe. C'est sûr que s'il y a un mot spécifique qui est cité, un robot le va détecter, ça remonte, c'est Ah mais certain. on est écouté, Si même tu veux moi parler, qui fais là on attention. se connecte sur mon serveur et là, et encore, et encore. Enfin, le serveur De, théoriquement ça de va, toute mais façon, avec ce truc-là qui est à côté de toi, même YouTube, il t'écoute. YouTube aujourd'hui, moi, il me propose des vidéos. Je sais pas comment il a fait pour savoir, tu vois. C'est-à-dire que j'ai pas cherché. j'ai déjà eu la J'en ai blague. juste parlé. Ah, c'est impressionnant. Non, non, mais c'est pas une blague parce que c'est une réalité en fait. C'est impressionnant, ouais. C'est terrible. Et même, je désactive le micro, tout ce que tu veux. Il me propose des vidéos de sujets en fait que j'ai parlé avec quelqu'un, alors que je l'ai écrit nulle part et que j'ai les micros qui sont normalement coupés. On le sait très bien, faut pas être naïf par rapport à tout ça. J'ai eu la blague avec Euh, un jeu de société. On avait parlé d'un jeu de société à la maison et j'ai eu cette pub là. Je dis c'est pas possible, je l'ai pas tapé. On l'a juste dit. Comment c'est possible quoi? Non, c'est dingue. Parce qu'on t'écoute en permanence. Mais attends, mais t'as un micro là, j'ai un micro sur l'ordi, j'ai un gros micro ici. T'as des micros partout, t'as des caméras partout. Tu vois, j'ai un aspirateur robot, ça va te connecter. C'est-à-dire que maintenant, ils peuvent même avoir la cartographie en fait de mon appartement. Enfin, je veux dire, ça, ils peuvent tout savoir. Absolument, ils peuvent tout savoir. Et ça c'est ce qui se passe aujourd'hui. Donc t'imagines demain. Ah, c'est la folie. Mais, moi, Bah, où je pense que ça va vraiment devenir, je veux dire, invivable, c'est quand la 5G sera déployée à la vitesse grand V, que alors, je les t'avoue que objets la 5G, j'ai connectés. pas du tout creusé. Parce que pour moi, en fait, la 5G, je veux dire, on a déjà en fait la 4G, on peut déjà avoir en fait un monde qui est connecté. Mais la Les 5G, c'est voitures le sont moteur connectées. des objets connectés. C'est ça, en fait, la différence. Que la 4G ne pourrait pas supporter les objets Ah, connectés. c'est par rapport au trafic. C'est par rapport au trafic. C'est ça, voilà. La 5G, c'est le moteur, quoi. C'est le moteur Parce que nucléaire. je comprends que c'est plus rapide,
je comprends qu'il y aura peut-être une optimisation, plus de trafic. Bah ouais, il y aura tout, en fait, tu n'auras plus aucune limite. Le C'est-à-dire que flux tu auras de ta brosse à données, dents qui va être connectée. ce qu'il faut savoir, c'est que quand on est passé de la 2G à la 3G, ok, de la 3G à la 4G, mais on dit 5G, mais on pourrait l'appeler 20G, parce qu'on passe pas de la 4 à la 5, on passe de la 4 à la 20. Non, mais c'est vraiment ça, c'est peu qui comprennent, mais c'est énorme. C'est le jour et la nuit, la 4 et la 5G. Enfin, là, on pourrait encore en Ah parler ben, une heure, hein, mais ouais, non, c'est sûr. ça a Moi, pour le strictement coup, rien là, à j'ai pas voir. creusé. Moi, j'ai entendu vraiment de tout et n'importe quoi sur la 5G, donc j'avoue que j'ai pas d'avis en fait dessus. J'ai même des personnes qui font des corrélations entre le Covid, la 5G, les vaccins. Donc je pense aussi qu'on part dans un délire. C'est-à-dire que je veux bien en fait que les gens, qu'aujourd'hui en fait, on veuille un contrôle sur les gens. Mais j'ai entendu des choses vraiment absurdes, comme quoi on allait injecter en fait Ouais, des non, bah, nanoparticules qui sont connectées à la 5G. Mais j'ai entendu des trucs qui non, sont ça, délirants. ouais, non, mais Donc là, c'est pour ouais. ça que. Mais après, je n'ai pas creusé. J'ai pas creusé le sujet. Non, Donc là, par j'avoue la que. 5G, je pourrais pas t'exposer tous les chiffres parce que voilà, quand je lis, je retiens pas tout. Mais ce qu'il faut te dire, c'est que tu pourras te connecter n'importe où dans le monde, même au milieu de l'océan. Et allez, un film que Après, il tu faut l'antenne. télécharges ici en 7 minutes, tu vas le télécharger en 3-4 secondes. Un Ouais, film mais de après, 1 il faut quand même. giga. Enfin, il faut les antennes quand même. Parce que j'ai vu qu'il fallait plus d'antennes, vu que ce sont des fréquences qui sont. Ben, ça sera des euh, satellites, hein. Ah ouais? Ouais, ouais, carrément. Bah C'est... écoute. Ouais, non, mais c'est un gros dossier, c'est vrai, c'est un gros dossier en plusieurs couches. Hein, Après, bon, c'est sûr qu'il y en a beaucoup qui partent dans le complotiste, ça va servir à ceci, à cela, mais moi je pense que ça sera un acteur majeur de la cage numérique de cette décennie, hein, ça, la 5G, Eh ouais. ben, de toute façon, aujourd'hui, tant qu'il n'y a pas un éveil des consciences sur la donnée en tant que telle, sur le contrôle des données, de toute façon, ça ne fera que empirer. Voilà. Et je vois pas en fait aujourd'hui pourquoi les gens se réveilleraient. Tu vois? Vraiment, je vois pas. À mon avis, c'est un manque de connaissances. C'est comme pour la politique. C'est pourquoi est-ce que les gens voient toujours la même chose. Pourquoi est-ce qu'ils veulent pas comprendre une fois pour toutes que rien va changer s'ils continuent à penser comme ça. Ben, je pense que c'est exactement pareil. Il y a un manque de Euh, culture je, et de connaissances, hein, il y a, effectivement. il y a un manque de connaissances, il y a une naïveté, il y a aussi le fait que les gens aujourd'hui ils n'ont plus le temps. Ils sont obsédés en fait par d'autres choses, par YouTube, par TikTok, par tout ce que tu veux. Ils ne sont pas intéressés en fait par savoir comment fonctionnent les choses, pourquoi est-ce que Facebook ou Google aujourd'hui ou Apple, mais plus Facebook et Google ont créé un empire sur la donnée. Je veux dire, aujourd'hui, on demande aux gens, mais comment Facebook fait de l'argent? Mais les gens, ils savent même pas, tu sais, tu vois. Ils savent pas. Ben, ils font de l'argent grâce aux données, grâce au tracking et la pub, tu vois. Et, et c'est grâce aux données qu'ils peuvent justement faire de la publicité, mais qui est tellement ciblée, qu'ils peuvent se permettre en fait de la faire payer, mais super cher. Mais pas de Et mal mérité, parce qu'il y a eu des fuites, il y a eu des reventes, comme le scandale de Cambridge Analytica. Enfin voilà, il y a ce qu'on sait, il y a la face ah, mais visible de là, l'iceberg, il y a la face cachée que de ouais, temps en temps on peut apercevoir lors d'un scandale, mais voilà, la donnée permet, à mon avis, tout simplement le contrôle de la population. Quand tu sais ce qu'ils pensent, ben, tu sais comment faire éventuellement pour les faire changer d'avis, quoi. mais C'est pareil, oui, c'est ça. Pour l'élection américaine, où apparemment tu as eu des personnes qui ont été manipulées entre guillemets parce qu'on savait en fait que ces personnes-là étaient faibles c'est ça. et qu'elles pouvaient en fait changer d'avis. Donc la donnée, je te dis, c'est ça, c'est l'or de demain. Euh, C'est comme et la télévision, hein, c'est un peu ça, on peut changer une opinion, ou même sur ah, YouTube, mais la hein, sur télé, c'est de YouTube, toute hein, façon, la télé, c'est une machine idéologique. Enfin, ouais. tu dis ça, on va me traiter de je ne sais pas quoi, mais la télé, c'est ça, hein, c'est vraiment pour transmettre une idéologie. Voilà. Donc tous les gens qui regardent la télé, ben, j'ai envie de te dire que c'est un petit peu tous les mêmes. Et tous ceux qui la regardent pas, étrangement, ils sont tous différents. Donc Ouais, après il y a TV et TV, tu vas regarder un documentaire à la TV, voilà, non, sur mais les départs, c'est bien autre sûr, on se chose, mais comprend. ouais, on parle Non, non, oui, mais bien des sûr. émissions et tout, hein. Ouais, ouais, ouais. Parce qu'on Bien, sait non, mais jamais que bien sûr. certains se sentiraient concernés. Merde, j'ai regardé un documentaire, arrêtez les gars. Non, non, mais même moi, je regarde des documentaires, je regarde Arte qui peut faire des choses intéressantes Ouais. ou des trucs comme ça. Mais je m'en cantonne un petit peu à ces chaînes-là, tu vois. Ouais, bah, tout à fait. Moi, c'est la même chose. Enfin, des chaînes qui vont t'apprendre, hein, peu importe la thématique, mais qui vont t'apprendre quelque chose, hein, et souvent c'est bien fait. Exactement. Déjà, si on regarde un truc qui apprend
et qui n'a pas un avis biaisé, déjà, on est pas mal. Ouais, c'est sûr. Bon, on a esquivé un peu le Bitcoin, mais c'était très agréable. Je pense que ça pourrait faire l'objet d'une autre vidéo, hein, parler des données. Hein. En plus, c'est un secteur auquel moi je suis investi. Il y a de quoi dire. Hein. Je C'est- sais, ouais, effectivement, ouais. ouais, c'est vraiment quelque chose qui Effectivement. m'intéresse fort. La donnée, c'est le business de demain, sans aucun doute. Celui qui aura la donnée, c'est celui qui va contrôler le monde, comme c'est déjà le cas hein, aujourd'hui. Hein. Quand tu regardes combien coûte un développeur, on est souvent au-dessus de 500 € la journée. Imaginez combien de développeurs travaillent chez Facebook. Imaginez donc tous les gros bonnets qui travaillent chez Facebook, tous les petites mains. Et avec vous le rassemblez développement en le tout. plus de l'IA, pour essayer en plus de toujours aller plus loin, là tu as un cocktail où bientôt ils vont être capables de savoir ce que tu vas faire dans une heure. Quoi. Merci Alex. N'oubliez Eh pas ben, merci à toi. de faire un petit tour sur la chaîne de Contips et de vous abonner. Inscrivez-vous aussi à sa lettre d'investissement. Et c'est gratuit en plus. Et au passage, abonnez-vous à ma chaîne si vous me découvrez. Et n'oubliez pas le petit like.